Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Piazza, fondatrice et CEO d'InMemory. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Comment vas-tu, Clémentine, jusqu'ici? Très bien, très heureuse d'être là avec vous. Merci d'être là. Eh bien, écoute, on a 30 minutes ensemble pour parler de ton histoire, de ton aventure entrepreneuriale. Et je vais commencer par deux dates. 2016, tu crées InMemory, qui est à l'époque un service d'hommage en ligne qui a permis à 4 millions de Français de partager un souvenir d'un proche. Et puis, quelques années après, en 2022, InMemory va beaucoup plus loin. Tu vas nous en parler. C'est une société de pompes funèbres qui accompagne les familles dans l'organisation d'obsèques. Aujourd'hui, société à mission, 20 millions d'euros de levée, 70 collaborateurs dans 5 villes, je les cite, Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes et Nantes. Et d'ailleurs, il y a quelques collaborateurs, collaboratrices dans la salle. Et donc, je pense que ça, on peut les applaudir. Je finis, Clémentine, par un dernier chiffre pour comprendre aussi la dynamique d'InMemory. Lorsque vous êtes présent depuis plus de 18 mois dans une ville, vous vous occupez en moyenne de plus de 15% des obsèques de la ville. C'est bien ça ? Eh bien, écoute, c'est parfait pour l'introduction. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ce que vous faites et puis sur cet ancrage aussi local à Nantes? Je sais que ça te tient à cœur. Oui, bien sûr, on a un sacré métier. On accompagne l'un des moments les plus difficiles de la vie, qui est le moment de la perte d'un proche. Et on est en charge, avec la famille, de confectionner un adieu qui fait du sens pour le défunt et pour ses proches. C'est un métier qui est éminemment local. On se sent complètement de la ville, parce qu'en fait, on dit adieu à une famille de la ville. Donc ça me tenait à cœur de souligner que j'étais très heureuse d'être à Nantes, notamment parce qu'on y œuvre depuis longtemps maintenant. Et je voulais commencer par ça, mon équipe de Nantes, c'est des jeunes femmes, et c'est des femmes, il n'y a que des femmes à Nantes, exceptionnelles, qui ont fait ce choix à nos âges de se consacrer à cette immense vulnérabilité. C'est un métier qui exige une grande rigueur, beaucoup d'engagement. C'est très physique, c'est très émotionnel. Et donc je voudrais qu'on les réapplaudisse parce que grâce à elles, je sais qu'il y a beaucoup d'étoiles à Nantes qui les remercient. Eh ben, merci pour ces applaudissements. Tu viens de parler de choix. Il y a un choix aussi très fort que tu as fait avant de créer InMemory. On est en 2015. Tu es à l'époque la plus jeune CMO, directrice marketing d'un groupe du CAC 40, 27 ans. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à changer de situation et à prendre des risques? C'est quoi l'état d'esprit? Alors, je dirais qu'il y a 3 choses. Il y a évidemment la mission de rendre hommage, on va en reparler, mais c'est une mission vocation. Ça fait 10 ans, je le confirme chaque jour. Donc j'avais quelque chose avec ce sujet et j'avais envie d'être utile face à cette souffrance. La deuxième chose, c'est que mon ambition, c'est d'impacter. Pour moi, c'est la définition de l'ambition. Et je me sentais plus impactante à la tête d'un projet qu'au sein d'une grande structure. Et puis, la troisième chose aussi, c'est des rencontres qui rendent ce rêve fou d'entreprendre réel. Et il y en a 2 dans la salle. C'est Pierre et Géraldine qui ont créé The Refiners, qui est un incubateur à San Francisco. Et je me souviens de t'avoir vu chez Vivatech, Géraldine. Donc moi, je venais de quitter Unibail, j'étais avec mon petit projet. Et puis, il y a comme ça des petits anges qui se posent sur le berceau du projet et qui disent « Non mais franchement, tu te rends pas compte, mais ça existe déjà. Ça existe même qu'il faut peut-être partir aux États-Unis maintenant pour aller le rendre mondial. » Et donc, je les ai suivis et c'était du coup le berceau d'InMemory, il est aux US. Et grâce à ces premières étapes, ça m'a, je pense, beaucoup structuré ma roadmap, structuré mon capital, et ça m'a donné des très bons réflexes qui sont très précieux encore aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que tu gardes de cette aventure américaine? Est-ce qu'il y a quelques éléments que tu utilises aujourd'hui, qui te drive avec InMemory? D'abord, l'ambition infinie. De se dire, en fait, moi, ma vision dans 10 ans, c'est
qu'avec In Memory et d'autres acteurs, s'ils veulent nous rejoindre dans ce mouvement, de changer les obsèques en France, que ce moment des obsèques soit plus à la hauteur du souhait des familles, et que ça change sur l'ensemble du territoire en 10 ans. Et donc c'est une grande ambition à l'échelle de notre pays, mais elle est ancrée, elle me semble réaliste, et ça c'est grâce au mindset américain que je pense que j'ai développé cette ambition-là. Et puis la deuxième chose aussi, c'est peut-être les market practice, le côté très structuré que j'ai appris à San Francisco, qui m'a permis de franchir les différentes étapes de seed, de série A, de série B, avec les bonnes manières de faire. Et du coup, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un playbook à chaque étape qu'il fallait comprendre et appliquer, et que c'était pas de la magie. Voilà, ça donne un cadre et c'est très aidant. Pierre a débuté d'ailleurs l'événement en parlant du playbook, donc je pense que ça fait... Je l'ai eu très tôt. Ça fait écho. Tu parlais justement de la mission. Ce qui m'intéresse aussi dans ce passage de 0 à 1, c'est pourquoi ce sujet-là, comment tu le découvres et qu'est-ce qui fait que tu vas y dédier les prochaines années de ta vie ? Je l'ai découvert je pense qu'il y a 2 raisons. D'abord, il y a une relation intime à la finitude, et ça, je pense que je parle aussi au nom de beaucoup de personnes de l'équipe. C'est quelque chose qui m'a toujours interrogée. C'est quand même un concept, la mort, qui est compliqué à appréhender, et bien sûr tout ce que ça embarque avec elle. J'ai une relation aussi d'utilité face à la souffrance, et en fait en faisant ce métier on fait partie de la grande famille des soignants. Alors nous c'est le soin aux endeuillés, mais voilà, ça paraît toujours parfois très singulier comme métier. C'est aussi simplement un métier de soignant. Et puis la troisième chose, c'est que concrètement, je me suis retrouvée à organiser des obsèques pour une amie, parce que voilà, j'ai pu aider, j'étais en première ligne des opérations des obsèques, et j'ai eu l'impression d'être basculée dans un monde très archaïque. Alors au départ, j'ai été choquée par les moyens de communication, parce que c'était finalement pas facile de communiquer les informations sur les obsèques, parce qu'il n'y avait pas de service dédié. Alors que c'est pas simple d'appeler tout le monde. Il y a une charge sur les endeuillés dont on parle pas souvent, qui est la charge empathique. Parfois, c'est pas facile d'être consolé aussi. Donc, appeler tout le monde n'est pas simple. Et puis, j'avais aussi constaté qu'il y avait plein de messages incroyables qui étaient dispersés entre les téléphones des uns et des autres, qu'on les rassemblait pas, alors que c'est bien sûr une matière immense pour la résilience et la mémoire. Donc c'est comme ça que le service d'hommage est né. Il y a eu 5 millions d'utilisateurs, donc c'est des espaces qui sont dédiés aux défunts, qui sont privés, déréférencés des moteurs de recherche, mais ouverts à tous ceux qui ont connu la personne, et qui permettent un hommage collectif, très digne, très sobre et magnifique, et surtout qui ressemble à la vie vécue. Et donc on a été aux côtés des endeuillés pendant des années, et en les écoutant, on a compris qu'il y avait un gros besoin au niveau des obsèques aussi, que c'était trop cher, parfois trop rapide, trop abîmé, pas forcément à la hauteur pour l'accomplissement des rites, qu'ils soient laïques ou religieux. Et là, ça a été une sacrée décision. J'avais pourtant déjà validé ma place dans l'hommage, mais j'ai eu très peur de ce nouveau métier, parce que c'est un métier du soin. On réalise les toilettes mortuaires, et c'est un moment très important, très solennel, très important pour le recueillement des familles. J'avais peur aussi de recevoir la douleur dans mes lieux. J'avais peur de pas y survivre moi-même, parce que évidemment la douleur face à nous, c'est pas la même chose que celle qu'on peut lire à travers des messages. Et ça m'a mis KO. J'ai passé 1 mois en très grande fragilité physique. Enfin, j'étais presque alitée, quoi. J'étais complètement perturbée par cette décision. Je savais pas si ce serait mon sacerdoce ou ma joie. Je savais pas comment j'allais le vivre. Et puis finalement, je me suis dit, fais-toi confiance. Si jamais c'est trop difficile, les choses peuvent s'arrêter. Et à partir du moment où je me suis dit ça, l'énergie vitale est complètement revenue, une immense énergie créative, et chaque jour je confirme que c'était ma place. Mais c'est un métier qui fait peur. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé depuis maintenant des centaines, voire une centaine d'années. Mais quand on a passé le cap de la barrière psychologique, on a un beau cadeau derrière. Tu as justement parlé du service d'hommage, 5 millions d'utilisateurs. J'ai 2 questions. Déjà, comment on arrive à avoir ces 5 premiers millions ? Alors, c'est énorme, mais ces premiers utilisateurs.
Et qu'est-ce qui te pousse quand même à te dire on va aller plus loin, alors qu'on pourrait peut-être passer de 5 à 10, de 10 à 15, etc. Qu'est-ce qui motive déjà? Comment on fait le 0 à 1 là-dessus? Et qu'est-ce qui motive la décision de remonter la chaîne de valeur? On fait le 0 à 1 pas à pas, en faisant de la dentelle avec son produit, en essayant aussi d'amplifier le bouche à oreille, parce que c'est un service qui fait du bien, donc les gens y sont attachés. Ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième réponse, c'était l'évidence. En fait, notre mission, c'est l'hommage. Et du coup, quand je pose ça, et ça l'a toujours été, finalement, ensuite, ça se traduit par des messages d'hommage et ça se traduit par des cérémonies d'obsèques à la hauteur des vies vécues. Mais j'ai vraiment pas eu l'impression de changer de cap. J'ai juste eu l'impression d'y répondre avec une brique évidemment fondamentale, parce que les obsèques, c'est crucial dans le parcours du deuil. Mais du coup, ça, c'était très évident pour moi. Justement, j'aimerais bien qu'on explique un peu le parcours de tout ce que vous faites. Tu as parlé de cérémonie, mais concrètement, et je pense qu'on est nombreux dans la salle à pas avoir forcément en tête les étapes. Donc il y a un deuil, c'est une période extrêmement douloureuse, mais une mémoire est là. Du début à la fin, c'est quoi le début, c'est quoi la fin justement? Alors on est là du début à la fin des obsèques. Le deuil, c'est le chemin d'une vie. Et ça, c'est un chemin personnel. Pour les obsèques, effectivement, on accompagne de A à Z les familles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que les personnes font face à un décès. Donc évidemment, on est dans l'urgence, on est démunis, c'est une forme de chaos. Donc la plupart des familles nous appellent d'abord. Et là, elles sont accueillies par une équipe formidable qui est le premier contact avec les familles. C'est une sacrée relation parce que c'est au téléphone, à distance, et l'événement vient de se passer. C'est une équipe formidable qui parle de son métier de manière assez incroyable. On est très attaché aux voix, en fait, à ce que dit la voix. Parfois, elle dit beaucoup d'émotions, parfois, elle dit de la mise à distance, parfois, elle a besoin de réponses, parfois, elle a besoin de temps. Et donc, ça, c'est le premier métier. C'est, OK, on est là, quel est votre besoin? Et ensuite, on prend rendez-vous avec nos équipes d'accompagnants qui sont donc dans les villes que tu as citées, donc notamment à Nantes et aussi à Paris, par exemple. Donc là, elles sont reçues dans l'équivalent d'une agence de pompes funèbres. Alors ça me fait mal de dire agence parce que c'est tout sauf une agence. On a eu un parti pris très fort qui est de ne pas recevoir les familles dans une boutique en rez-de-chaussée. Alors c'est assez audacieux parce qu'en business, le rez-de-chaussée, c'est de la visibilité. Nous, on est un métier qui, fort heureusement, arrive rarement dans la vie. Donc, si en plus on se cache, comment on se fait connaître? Mais c'est pas grave. On s'est dit qu'on allait résoudre ce grand problème plus tard. Finalement, ce qui compte, c'est ce dont ont besoin les familles. Et quand vous recevez une personne triste, vous la mettez pas derrière une vitrine. Et vous ne l'entourez pas non plus d'objets funéraires qui sont très froids. On a tous ces images d'agences en tête. Finalement, quand on a du bon sens paysan, c'est pas ça qu'on ferait. Donc, c'est pas ça qu'on a fait. On a créé en fait des lieux très comme des. On est un peu dans les codes du bureau et de la maison. On est à mi-chemin, c'est-à-dire à la fois c'est fonctionnel et c'est fait pour prendre des décisions, mais avec des matières très chaudes, terracotta, beige, des matières très douces, toujours un bel accès à la lumière qui parfois est la seule chose qui peut encore consoler dans ces moments-là. Et ça, c'était pour prendre soin des familles. En fait, c'est un outil de travail formidable parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir performatif des lieux. Et en fait, quand les lieux invitent à la discussion, les discussions ont lieu et elles sont de bien meilleure qualité. Dans notre métier, c'est très important parce qu'on pose des questions qui ne sont pas simples aux familles. Qu'est-ce que vous souhaitez pour des obsèques? Alors, on ne part pas d'une feuille blanche et on les guide pas à pas, mais à la fin, c'est ça qu'on pose comme question, qui n'est pas toujours évident. Parfois, c'est très carré, on sait exactement ce qu'on veut, on connaît très bien son rythme, mais parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, les lieux nous ont vraiment permis de rentrer en connexion avec nos familles pour mieux les comprendre et donc mieux réaliser leurs souhaits. Ensuite, on va prendre soin du défunt. Donc, ça s'appelle la toilette mortuaire. C'est pas nous qui la réalisons pour le rite juif ou le rite musulman, où là, c'est une toilette rituelle pour correspondre au rite. Mais c'est nous qui réalisons les toilettes pour les familles de tradition chrétienne ou laïque. C'est un moment très important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre le recueillement. À un moment, tu m'as posé une question quand on a préparé l'échange. Tu as dit, mais ça veut dire quoi de faire ce métier comme un entrepreneur? Ça veut dire de s'intéresser à chaque étape du parcours avec passion. Alors, c'est bizarre quand on parle d'obsèques, mais je me suis dit, ce moment du recueillement, qu'est-ce que c'est qu'un recueillement réussi? Alors, la question aussi, elle paraît bizarre. Mais en fait, c'est une question importante. Quelle est ma vision sur ce temps-là? Pour moi, c'est un temps, si la famille souhaite le vivre, qui est important parce que c'est la dernière conversation avec le défunt.
C'est un temps, quand on le vit, très particulier, à la frontière entre la vie et la mort, honnêtement. Et il y a, je crois, quelque chose qui se joue de déjà la prise de conscience de la mort et aussi peut-être des dernières choses qu'on pourrait dire. Comment est-ce qu'on permet ça ? Alors, je vous donne une des réponses que j'ai faites, c'est que, par exemple, le défunt se ressemble. C'est que dans la manière dont on l'a préparé, les gens, quand ils se recueillent auprès de lui, ils le reconnaissent, ou auprès d'elle, ils la reconnaissent. Ça, c'est très important. Donc ça veut dire poser les questions aux familles de comment vous voulez que votre proche soit. Si je prends le cas d'une femme, par exemple, est-ce qu'on attache les cheveux ou est-ce qu'on détache les cheveux ? Et en fait, ces questions, elles n'étaient pas posées. Bon, on se dit, ok, bien sûr qu'on réalise une toilette dans la dignité. Mais en fait, il faut aller au-delà pour qu'au final, ce moment qui est par nature très violent, il soit apaisé par une forme de familiarité dans la manière dont on a pris soin du défunt. Ensuite, on prend soin du défunt jusqu'à sa demeure éternelle, donc on le véhicule, on le transporte d'étape en étape, et puis on prend soin aussi de la famille, on va réaliser son rite. Quand le rite est religieux, d'abord on le connaît, le rite c'est évidemment, mais on est formé, et puis pas juste à les connaître, à comprendre leur sens. Chez In Memory, on aime les rites, on adore ces histoires de rites. C'est souvent d'ailleurs des jolies histoires pour aider les humains à survivre à la perte. Donc on les connaît, on connaît leur sens. On sait aussi aider la famille à les choisir quand la famille est de tradition mais pas très pratiquante. On peut aussi expliquer et ensuite on est en lien avec les officiants religieux. Ça c'est très important, c'est une relation de confiance essentielle qui fait que la discussion ensuite a lieu et la cérémonie est incarnée, très préparée, parce que nous on a fait aussi notre rôle jusqu'au bout. Et quand la cérémonie est laïque, on est les seuls acteurs de pompes funèbres à reproposer un rendez-vous dédié à la préparation de la cérémonie. Alors, ce n'est pas le premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous, il est fatigant, et puis il est concentré sur le parcours des obsèques. C'est un temps à part, où l'émotion revient, il y a des larmes, il y a des rires aussi, quand on pense au bon moment. Et là, on va confectionner une cérémonie avec nos équipes qui sont formées à la prise de parole en public. Ça, c'est aussi un point de vue d'entrepreneur. En fait, c'est un métier de dingue, célébrant laïque. Vous avez face à vous 200 personnes dans une forme de communion et très triste. Donc déjà, il faut prendre la charge, continuer à poser la voix et être un guide aussi. Évidemment, on est très touché aussi. Là, on doit tenir bon et ça se travaille, c'est un métier. Et puis ensuite, on va jusqu'au souhait de la crémation ou de l'inhumation en fonction du parcours choisi par la famille. Et c'est parfois des liens de proximité qui se créent. On en parlait encore ce matin avec l'équipe parce que c'est un moment très intime. Et notre souhait, c'est qu'une graine soit plantée au moment des obsèques. Moi, ce que je crois, c'est qu'en fonction dont on a dit adieu, ça peut germer sur le chemin de deuil. Et se dire, on a bien fait les choses, ça n'allège pas la souffrance, mais on a une forme de paix par rapport à ce moment-là qui aide sans doute après. En tout cas, nous, c'est ce en quoi on croit et c'est pour ça qu'on essaye de bien faire les choses. Merci beaucoup, je trouve ça extrêmement touchant la façon dont tu l'incarnes et effectivement, on dit souvent... on souhaite que pour le défunt ou la défunte, elle ait des obsèques qu'elle aurait souhaitées. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, à travers ces étapes, vous validez tout ça. La transition ne va pas être facile, mais je voulais aussi qu'on parle des sous-jacents économiques. C'est important de comprendre aussi comment ton activité fonctionne, à la fois dans une perspective macro de marché. Aujourd'hui, tu le disais, des acteurs historiques. Comment on trouve sa place, comment on trouve des clients, à quel moment en fait on parle de modèle économique. Est-ce que tu peux nous présenter d'un point de vue macro puis d'un point de vue micro ? Oui, bien sûr. Alors, d'un point de vue macro, d'abord, c'est un marché qui est très fermé dans les grandes villes de France. C'est très différent en campagne, où c'est des sociétés familiales, indépendantes. Mais dans les grandes villes, souvent, toutes les pompes funèbres ont été rachetées par 2 acteurs principaux, qui sont Pompes Funèbres Générale et Rock Éclair. Voilà, dans on va dire les 20 plus grandes villes de France, ils ont une part de marché de plus de 80% à chaque fois. Donc on a les conséquences traditionnelles d'une situation, d'une forme d'oligopole qui est pas de concurrence sur les prix, donc je peux pratiquer des marges excessives comme ça a été le cas pour la téléphonie ou les taxis. Et puis l'expérience, si elle est un peu abîmée, c'est pas très grave parce que de toute façon le marché est fermé. Donc c'est ce à quoi on a affaire. Alors,
d'un point de vue économique, on est une société de services, donc on vend des prestations de services sur lesquelles on applique une marge. Nous, notre sujet, ça a été surtout, OK, comme le pricing du marché, c'est pas celui qu'on souhaite appliquer, quels sont les prix justes à chaque étape des obsèques, notamment un objet très symbolique dans notre métier qui est le cercueil, où je trouve que il arrive trop souvent qu'à la concurrence, la culpabilité soit un moyen de proposer des produits très chers. Donc nous, on a fait le choix de ultra simplifier. Donc chez Pompes Funèbres Générales, il y a un catalogue de 50 cercueils. Chez In Memory, il y en a 4. On est passé de 50 à 4. Alors, quand on dit ça, ça paraît étonnant. Mais quand on se définit comme une société de service et pas un commerçant, c'est assez naturel. Tout dépend aussi de la vision macro qu'on a sur notre métier. Ça fonctionne très bien, hein, c'est ce que souhaitent les Français. Personne n'a voulu 50 cercueils à ce moment-là. Donc les familles sont... c'est un moment difficile, donc c'est plus simple, plus clair pour elles. Et à chaque fois, on s'est dit, OK, quel est le niveau de marge qui est juste, en prenant aussi les benchmarks du service à la personne et pas de notre métier, où certaines marges pratiquées sont supérieures à celles du luxe. Hein, c'est très choquant quand on sait qu'on a une délégation de service public. Mais voilà comment on a fait les choses. Tu le disais, sobriété pour passer du temps sur l'essentiel, c'est aussi ça je dirais la réduction de la gamme, c'est la simplicité. Tu viens de dire quelque chose qui est extrêmement intéressant, société de service, pour autant, quand tu m'as partagé ça, 20 millions d'euros de levée, je me disais, OK, comment tes investisseurs ont pu te faire confiance ? Quels ont été les ingrédients, les arguments pour justement embarquer d'ailleurs des très beaux investisseurs dans l'aventure ? Je pense le bon sens paysan qui est partagé par les entrepreneurs et les investisseurs. Là-dessus, on se retrouve bien. C'est-à-dire que c'est officiel que c'est un marché qui a besoin de changer. Donc ça, c'était plutôt facile de convaincre là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est un peu triste qu'on en soit là. Et puis après, je pense la passion pour ce moment-là, c'est sûr que... Il me semble que c'est rassurant pour un investisseur, en tout cas sur nos sujets délicats, c'est vraiment ce que je souhaite à chaque entreprise, c'est qu'il y ait une vision très forte. Quand j'ai commencé, j'ai vendu mes actions d'Unibail pour pouvoir développer mon entreprise sur mes moyens. Je raconte ça parce que ça m'a permis aussi de trouver en toute indépendance quelles étaient les valeurs qui comptaient et de prouver que ces valeurs pouvaient générer de la conversion pour rentrer dans la langue de l'investisseur. Mais nous, on a de la chance. J'écoutais ce qui se disait sur l'impact juste avant. En fait, prendre soin d'une famille, c'est créer du bouche à oreille, qui est permettre à d'autres familles de nous identifier. Alors, on se challenge là-dessus parce qu'on n'a que le bouche à oreille avec nous, parce que 20 millions, c'est une grosse somme d'argent, mais ça nous a permis d'ouvrir 10 maisons. Je peux vous dire que c'est rien face aux investissements télé quotidien de PFG, radio quotidien de PFG et insertion presse quotidienne sur la PQR. On est face à du gros retail, mais quand on part sur le bouche à oreille, ça aligne tout. Et à la fin, c'est ce qui marche, c'est la puissance de la frugalité aussi. Ça permet d'être malin, de garder le cap et ça nous fait connaître. J'ai noté 3 choses aussi, donc une forme, et je dirais même poussée de créativité, tu le disais, qui se construit grâce à ton intuition, tu y fais aussi beaucoup référence, de la tech pour le back-office, et le care, tu en parlais à la fois pour les personnes que vous accueillez, pour les équipes. J'aimerais qu'on finisse par ça, société à mission, pour quelles raisons, qu'est-ce qui est finalement important dans cette mission et dans cette raison d'être, et après comment tu prends soin de tes équipes au quotidien ? Alors, société à mission, c'est vrai qu'on pourrait se dire finalement notre métier, c'est une mission. Pourquoi est-ce qu'il faut en plus être société à mission ? Parce qu'on voudrait aller un peu au-delà du métier. Et on a une mission qui est très claire, qui est briser les tabous autour de la mort et du deuil. Quand on est en deuil, on est évidemment affecté par le deuil. On est aussi souvent très seul parce que la société a du mal à naviguer avec cet état. Et donc, on a voulu ouvrir le champ des actions en se disant « Ok, je vais haut dans ma vision, je veux briser ce tabou en France ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça nous a fait faire plein d'actions qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas posé cette mission au sein d'un statut. C'est ça, je trouve, la puissance, hein, c'est aussi de formaliser les choses.
Plusieurs actions. On a créé un guide à destination des EHPAD pour les aider à les former en fait à la toute fin de vie et à la mort, parce que malheureusement les équipes de soignants sont assez démunies alors que c'est un lieu où l'on meurt. C'est en open data, il y a des formations gratuites. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on ne regarde pas que notre métier, ça nous concerne, mais on va aussi sur le champ de la prise de conscience publique. On a créé une exposition qui s'appelle Les Passeurs. Et là, on arrive à convaincre les grandes mairies de France d'exposer les passeurs sur l'espace public. C'est quoi les passeurs? C'est tous les métiers de la fin de la vie. Donc l'infirmière en unité de soins palliatifs, la responsable de l'accueil de jour d'un EHPAD, l'agent d'état civil qui va remettre l'acte de décès. En fait, il y a toute une chaîne autour de la fin de la vie qui existe en France, qui est très engagée, très pudique, parce que quand on dit passeur, on dit de l'ombre, on est des métiers discrets, et donc rarement mis en lumière, mais ça fait presque partie de la nature des métiers. Et donc, en fait, on les a exposés d'un point de vue un peu chronologique, entre la fin de vie et ensuite le deuil, pour dire, écoutez, ils existent, et il y a une photo de chacun, hyper belle, hyper lumineuse, et leur témoignage sur leur métier, qu'est-ce que c'est leur rituel professionnel pour arriver à exercer leur mission. Ça, du coup, c'est pour la partie société à mission, pour la partie équipe. C'est quoi la marque employeur d'InMemory? Qu'est-ce que tu valorises dans un secteur, dans un marché sur lequel peut-être on est aussi en pénurie de talent et il faut susciter des vocations parce que le marché est immense, ça concerne tout le monde en fait. Oui, bien sûr. Alors, c'était un stress que j'avais en lançant ce métier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter quand on est une société de service. La restauration connaît ça, l'hôtellerie connaît ça. Et puis nous, on est un métier qui fait plutôt partie, jusqu'à ce qu'InMemory existe, mais des unsexy business. Donc je me disais, waouh, j'ai deux contraintes face à moi. Et pourtant, l'essentiel, c'est que les équipes chez nous. C'est-à-dire, je vous ai parlé de la mission, je vous ai parlé de la maison, je vous ai parlé de la simplification de l'offre des cercueils. Je peux mettre tout ça de côté, c'est pas grave. À la fin, c'est une personne, un binôme face à une famille. C'est ça qui se joue et c'est ça qui fait que ça va créer de la reconnaissance auprès de la famille. Donc c'est le trésor d'InMemory, c'est ses équipes, quoi. Et ça, chaque famille peut en témoigner. Et d'ailleurs, dans nos nombreux avis Google qui sont toujours excellents, c'est le prénom de la personne qui les a reçus qui est tout le temps mentionné. Je ne sais pas dans quel métier, c'est à ce point le prénom. C'est pas InMemory, c'est Claire, c'est Eugénie, c'est Fleur, c'est Vanille, c'est Jonathan, c'est Joris. C'est incroyable parce que c'est toujours ça, mais je le sais et je le comprends très bien. Et donc, en fait, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut créer des vocations sur ce métier? Alors, je ne voulais pas particulièrement recruter des gens qui faisaient déjà ce métier parce qu'il y avait des mauvaises habitudes parfois qui avaient été prises. Alors, il y a des personnes du métier qui nous ont rejoints, bien sûr, quand même, parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient déjà en vocation. Mais je voulais en créer d'autres. C'était ça le pari. Alors là, je me suis dit, comment je peux faire pour que conseiller funéraire sorte en top 1 des recherches de job de gens qui ne cherchent pas conseiller funéraire. Donc j'ai mis des hashtags et j'ai détourné des annonces où tu as l'impression que tu vas être responsable événementiel, ce qui est une grosse partie du métier, mais en fait d'obsèques. Tu rentres par le RSE et en fait c'est l'impact en marche parce que tu es en train de permettre des beaux adieux. Donc ça, on a essayé d'être un peu malin. Quand on cherche de l'or, si on cherche de l'or dans 4 mètres carrés, on ne va pas en trouver. Si on cherche de l'or dans 100 hectares, peut-être qu'on va en trouver. Ça, c'est aux États-Unis aussi qu'on m'avait appris ça. Je me rappelle, c'était, je crois, le CMO de Glassdoor qui me disait, je lui disais, mais comment on fait pour bien recruter? Il m'avait dit, si tu passes ta semaine, tu vas y arriver. En fait, tout dépend du temps qu'on décide d'y consacrer. On a toujours pris ce temps-là. On a notamment une personne en interne exceptionnelle qui est passionnée par le recrutement, qui reçoit chaque mois 500 candidatures et à la fin, c'est un recrutement. Mais en fait, on a 110 hectares pour chercher une pépite. Et ensuite, ce qui est magnifique, c'est que en fait, le recrutement, c'est déjà 50% de la rencontre parce que ça veut dire qu'on a partagé les valeurs fondamentales d'engagement, de dévouement. Et puis ensuite, on a une académie interne aussi parce que du coup, quand on crée des vocations, il faut s'assurer qu'on ne met pas les gens dans l'inconfort. Nous, on a un métier très réglementé, par exemple. Donc on peut se dire, OK, j'ai toujours voulu être conseiller funéraire, mais je ne sais pas faire. Et puis c'est sérieux parce que c'est de la réglementation funéraire, c'est de l'ordre du pénal, il y a des conséquences. Et du coup, on forme toutes nos équipes avec une académie qu'on a créée alors qu'on est tout petit, généralement, bien sûr, accord à une académie. Mais InMemory en a une aussi. Et on a 3 mois d'onboarding avec vraiment de l'implication pour que chaque équipe se sente outillée
mettre en marche ces qualités qu'on a identifiées et qui ensuite fleurissent. Et ça fait des épanouissements professionnels et personnels magnifiques à voir. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Je te souhaite de trouver plein de pépites, de bien les accompagner, d'augmenter ce pourcentage de 15% des familles que vous accompagnez dans les villes, dans des nouvelles villes. Et encore merci pour cet échange. Merci à toi, très Julien. bientôt.